Du coup, moi, immédiatement, je passe la parole à Marie Pellier, qui vient du Master Oui. Bonjour. Alors, Si tu peux nous rappeler peut-être de la position au passage. oui, bien sûr. Notre commission portait sur la gestion, l'animation et le projet d'équipement. Et nous avions eu pour intervenant Abdelmalek Bouti, directeur de la MJC Brekini Maison de Suède, Christophe Béchel, responsable de l'animation sociale à l'association de promotion de l'action et de l'animation sociale, et Guénolé Gézéquel, étudiant en architecture de l'association Bureau Cosmique. Il y a quelque chose sur lequel il me semble qu'on travaille peu collectivement, c'est la question des gestions multiples. C'est-à-dire qu'un équipement peut être à un moment donné géré par des professionnels, et puis à d'autres moments géré par des bénévoles. Et ça, c'est très rare en fait. Et de se dire à un moment donné, voilà, pendant une plage horaire, je sais pas, l'après-midi, c'est des professionnels, parce qu'il y a un service professionnalisé qui est proposé. Et puis à partir de 17h, 18h, c'est une association de bénévoles. Et puis à 22h, c'est un groupe de jeunes, par exemple. Alors, je dis ça, ça a l'air un petit peu, mais il y a quelques années, dans d'autres fonctions, j'ai eu l'occasion d'aller voir comment ça se passait à Gijón, en Espagne. Et les bibliothèques sont ouvertes H24. C'est-à-dire que dans la journée, c'est les professionnels municipaux, je ne sais pas, les professionnels qui interviennent. À 17h, ça ferme, et c'est des associations de jeunes qui prennent le relais et qui ouvrent pour toute la nuit. Donc voilà, et à des échelles peut-être un peu moindres, enfin sans aller jusque-là, parce que ça a l'air solide comme ça, mais c'est pas si facile que s'il y a un certain nombre de préalables à mettre en place. Mais même, on peut quand même creuser un peu le sillon sur certains espaces du professionnel et du bénévole et de l'utilisation à plein et des articulations entre différents usages. Je pense que c'est des chemins qu'on a peut-être encore un peu devant nous. J'ai une question. Allez-y. Oui, j'avais une question parce que, en fait, on a parlé des mètres carrés sociaux, parce qu'en fait, c'est ce que je connaissais, moi. Les mètres carrés sociaux, c'est l'expression absolue de la norme. Alors là, vraiment, on peut pas faire. C'est-à-dire, on faisait tant de logements et on balançait les mètres carrés sociaux. Donc, dans une neutralité conceptuelle absolue. C'est ça que je veux dire. Or, vous avez montré la richesse que vous avez pu commencer à développer parce que vous aviez déjà l'outil. Donc, moi, ça m'intéresse puisque j'essaie de réfléchir à l'espace comme étant structurant de pratique. Mais après, si on essaie d'aller plus loin, on voit aussi qu'il y a eu tout un développement sur l'éphémère et sur finalement l'aménagement de rien. Et c'est en faisant rien qu'on va laisser les gens s'approprier. C'est tout le discours de la place de la République à Paris, je ne sais pas si vous avez suivi, c'est l'urbanisme, je ne sais pas comment l'appeler, 0.0, l'urbanisme 0.0, et c'est une réalité. Mais du coup, vous avez aussi, et c'est là où je vais arriver à ma question, vous avez montré que dans votre outil de mètres carrés sociaux, il y avait des choses qui marchaient, il y avait des difficultés qui apparaissaient, par exemple, sur ce que vous avez appelé l'hyper-proximité, j'ai bien aimé ce terme-là, sur le fait de dire les mettre en réseau les uns avec les autres, c'est compliqué, et puis après les mettre en réseau avec les équipements majeurs du centre-ville, c'est encore compliqué. Donc finalement, la réponse avec cette neutralité, elle est là, et en même temps, elle propose des limites. Et donc, moi j'aurais une interrogation, parce que je vois bien que cet outil que vous avez développé, il est extrêmement intéressant, très performant, on pourrait dire, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où les mètres carrés sociaux ont été abandonnés, on pourrait dire ça. Et donc, moi ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on passe du rien à quelque chose, ou comment on passe de l'éphémère au pérenne. C'est-à-dire que si, dans un projet, vous faites émerger quelque chose qui serait des mètres carrés sociaux de 2015, c'est-à-dire dans un projet d'urbanisation, on pense à ces espaces d'hyperproximité partagés, je les appelle comme ça exprès pour changer de nom, c'est la même idée. Comment faudrait-il les concevoir? Est-ce qu'il y aurait des modèles qui permettraient de dépasser un certain nombre de difficultés que vous avez évoquées? Du coup, là, c'est vraiment le côté aménagement qui se pose. Alors, par rapport à l'aménagement et la neutralité du local, nous, quand on ouvre un local collectif résidentiel, alors maintenant on n'en ouvre plus beaucoup, mais ça nous arrive quand même sur des nouvelles opérations de réussir à choper 40 ou 50 mètres carrés. Donc généralement, avant de les aménager, on attend de voir
savoir quel va en être l'usage. Qui va l'utiliser et pourquoi faire? Est-ce que ça va être des personnes qui vont dans une salle de cours, une salle de yoga, faire du théâtre? Et on voit un petit peu, et on essaye aussi d'avoir un aménagement qui est le plus polyvalent possible, en tout cas qu'on puisse démonter, remonter en fonction des besoins, pour pas très cher. Enfin, on arrive généralement à se débrouiller et à faire quelque chose qui réponde à pas mal de besoins exprimés. Alors par rapport à la question sur la forme idéale, alors sur les pôles associatifs de quartier, on a un peu réfléchi sur la question parce qu'en fait on a fait l'étude d'équipement du Blône dans le cadre du projet urbain. Et donc le pôle associatif de Nimeg, je l'ai présenté un petit peu ce matin, mais c'est un espace où il y a 8 associations qui partagent des espaces affectés et mutualisés avec des espaces un peu spécifiques, type cuisine, salle d'activité, salle de réunion. Et tout ça crée un mélange d'associations extrêmement différentes les unes des autres. On a une association Khmer, une association de foot du quartier qui a 300 gamins du quartier qui tournent là-dedans. Enfin, on a aussi une association de théâtre, enfin, on a pas mal d'assauts. Voilà, on s'afrique quelquefois un petit peu sur la gestion, mais en tout cas, voilà, c'est un espace vraiment intéressant où il se passe des choses. Et il est trop petit, clairement, et comme il va être démoli, c'était l'occasion de travailler avec eux sur ce que serait l'espace idéal. Et donc l'idée c'était de concevoir un espace comme ça très partagé, très mutualisé, avec plus d'associations, parce qu'on a une autre expérience sur Morpa où on fait vivre ensemble maintenant 30 à 35 associations et collectivités d'habitants autour d'un projet qu'on anime avec eux, pour le territoire et pour eux. Et du coup, on s'est dit que c'était bien de l'agrandir, ce pôle associatif, parce qu'on a vu que ça marchait quelque chose de plus grand, même si sur le coup, ça a été un peu un challenge de récupérer ces mètres carrés. Ce qui fait 2500 mètres carrés, le pôle associatif de Morpa, une ancienne maison de quartier. Et voilà, donc, et puis sur des espaces qui soient appropriés, qui favorisent le partage, parce qu'en fait, une bonne conception des espaces pour que le partage se passe bien, en amont, c'est quand même vachement important. Et nous, jusqu'ici, on récupère quand même sur les pôles associatifs des espaces qui sont disponibles un peu par hasard et on se dit, tiens, on va mettre des assos et on bricole avec ce qu'on a. Donc ça nous a permis de développer une expérience intéressante, mais en tout cas maintenant de pouvoir effectivement avoir des idées sur ce que serait un espace intéressant et toutes les fonctionnalités qui permettent, ce que disait un petit peu Philippe tout à l'heure, à des habitants d'utiliser un espace sur certaines fonctionnalités ou certains espaces, mais pas tout l'équipement, pour permettre aux jeunes d'y aller un soir par exemple, ou des collectifs, etc., sans avoir accès à tout l'équipement, ou par ailleurs on a aussi des professionnels qui travaillent pendant la journée. Tout ça, ça s'anticipe et voilà, là-dessus on a quelques idées. Merci beaucoup, donc on peut applaudir tous ces participants. Bon, vous avez été très patient, vous êtes très sage, mais il est temps de conclure, pour autant. Évidemment, je ne vais pas faire la synthèse, mais je voudrais juste dire quelques mots de conclusion, parce que c'est la troisième rencontre que l'on organise. Et les 2 premières séances avaient été, où la synthèse avait été un peu difficile parce que disparate dans les manières de poser les problématiques, un large champ ouvert, je rentre pas dans les détails. Et là, il me semble, enfin moi j'ai ressenti en tous les cas au moment de la présentation des tables rondes, qu'il y a beaucoup de convergence. C'est une forme de vibrant hommage, enfin c'est comme ça que ou vibrant appel à l'innovation, qui me semble ressortir de ce que vous avez dit les uns les autres, dans les méthodes de penser, de fabriquer ces nouveaux équipements, de fabriquer la ville, tout simplement. Enfin, il me semble que c'est très fort. Qui questionne à la fois la commande, qui questionne le corset réglementaire qui, tout compte faire, empêche les innovations, qui questionne également les coûts économiques, la manière de gérer pas simplement la fabrication, mais ensuite la gestion. C'est très fort également, qui questionne évidemment la conception urbaine et la conception architecturale. Je crois que c'est les deux, et trop souvent les équipements, ils ont été pensés comme des objets qu'on venait poser là, sans penser l'insertion dans l'urbanisme qui est déjà présent.
qui questionne aussi la place des élus, la place des services, la place des citoyens, me semble-t-il, de façon très très forte, citoyens visibles et citoyens invisibles, avec une note toute particulière sur les invisibles, pour les rendre visibles précisément, ou en tous les cas, alors vous me direz, c'est compliqué, comment faire parler quelqu'un qui ne parle pas. Bon, on voit qu'il y a des méthodes, qu'il y a des choses qui sont inventées et qui obligent, et c'est là où je voudrais terminer un peu, chacun, tout compte fait, à redéfinir sa propre responsabilité, mais pas sa propre responsabilité pour soi, mais sa propre responsabilité face au groupe, face à la société, face au collectif, et qui nécessite donc de réinventer, de refonder en quelque sorte le contrat social qui nous unit les uns aux autres, qui unit à la fois les élus, mais les élus seuls ne peuvent rien faire, les citoyens, les corps intermédiaires, les professionnels, dans un mouvement vertueux pour, en quelque sorte, repenser le vivre ensemble. Parce que fondamentalement, et les événements du 7 et du 11 janvier dernier nous montrent bien cette importance de refonder le lien social, de refonder les liens collectifs pour que tout le monde a et trouve sa place dans notre société. Voilà ce que je voulais dire un peu en guise de conclusion. Et nous allons passer à un moment de remerciement, parce que vous vous rendez bien compte depuis ce matin que si cette journée a été réussie, c'est qu'il y a eu quelques personnes qui ont œuvré pour ce faire. Et je voudrais commencer par celui qui a eu la plus lourde tâche et que je vais inviter à nous rejoindre, parce que vous l'avez peu vu. C'est Jean-Pascal Josselin, que je vous demande d'inviter. Qui a été celui qui a coordonné vraiment cette journée, et ça c'était la première fois. Bon voilà, donc il est jeune, c'est bien. Et il a parfaitement réussi à mobiliser l'équipe des enseignants. Je voudrais aussi remercier les enseignants. Il y en a deux ou trois qui sont présents, me semble-t-il. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais je vais citer ceux qui sont présents. Et que je demande également de venir avec nous. Hélène Bayal, qui est la responsable qui est la directrice de la mention aménagement et urbanisme à l'université Rennes 2 et responsable du master ACT, Marc Rousseau et Flavie Ferchaud. Donc, si vous voulez bien vous approcher. Qui sont respectivement responsables et enseignants au master EAPT. J'ai oublié quelqu'un. Catherine Bouet, également, qui était référente à la santé professionnelle. Catherine Bouet, voilà. Également, de santé, qui a également été l'une des référentes enseignantes et professionnelles et qui nous ont bien aidés, qui ont assuré une veille tout au long de ce processus de préparation de ces journées. Donc voilà, je n'oublie pas le reste de l'équipe de l'Institut qui a œuvré également pour que tout ça se passe bien. Je veux nommer Estelle Rebellon, que je demande également de venir. Également Rosane, mais qui est déjà... qui est peut-être partie. Ouais, Rosane Leboire, qui est secrétaire générale et qui a assuré la coordination à la fois économique et de secrétariat de ce type d'organisation. Je pourrais remercier, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais Jean-François Roulin,